Cette session sera en anglais, mais vous avez l'interprétation en direct en arabe et en français. Par conséquent, vous pouvez suivre tous ces canaux et vous pouvez y accéder à partir du bouton que vous trouverez en bas de votre écran. Et si vous ne voyez pas cette icône, essayez de quitter la séance et rentrer dans la séance. Et si vous avez des soucis techniques et si vous avez des questions en général aussi, veuillez, s'il vous plaît, nous les faire parvenir et les saisir dans la fonction questions-réponses et nous essaierons d'y répondre à la fin de la présentation. Voilà, je pense que nous pouvons commencer. Bon après-midi à tous. Bienvenue à cette dernière session, mais une session très importante de la série No Talk depuis la foire du livre de Francfort. Aujourd'hui, dans cette session, nous allons voir comment la transformation numérique peut créer des opportunités de développement inclusif et nous explorerons également des tendances comme le futur de la banque, l'argent numérique et d'autres opportunités. Je suis ravie de vous présenter notre orateur, Jaskaran Singh, qui est un spécialiste en technologie financière et transformation numérique. Monsieur Singh a travaillé dans 5 pays et il a beaucoup d'expérience dans le domaine des finances numériques, les finances du développement et les fintech. Il a travaillé avec Deloitte, BNP Paribas, la Banque mondiale, LBW, et il va nous expliquer comment développer des parcours numériques pour un développement inclusif. Je vais donc lui passer la parole pour qu'il parle de ce concept du développement inclusif et je vais revenir à la fin de la présentation pour les questions-réponses. Merci, merci Stéphanie pour cette excellente présentation et bon après-midi à tous. Je suis Jaskaran et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les collègues de la Fondation MBRF et tous les collègues en général qui m'ont invité. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment crucial. Il s'agit de l'utilisation de la technologie pour améliorer la vie des personnes dans le monde entier. Mais avant de rentrer dans les détails de cette question, j'aimerais commencer par une histoire. C'est probablement votre histoire à vous aussi. Au moins, j'espère que vous pourrez vous identifier également à cette histoire. Imaginez qu'aujourd'hui, vous vous êtes réveillé ce matin. Vous vous réveillez le matin et vous vous réveillez avec le son de votre réveil. Vous avez utilisé votre téléphone mobile pour vérifier si vous avez des messages. Vous avez également utilisé votre téléphone portable pour regarder vos emails. Et voilà, après, vous avez pris votre petit déjeuner, vous avez donc regardé votre série préférée, ou vous avez peut-être lu un journal sur Internet, vous avez regardé les infos à la télévision, et après, vous avez dû vous rendre ici à la foire de Francfort, et donc vous êtes venu ici, et vous avez utilisé le GPS de votre téléphone portable. D'accord? Vous mangez, vous prenez votre déjeuner et vous payez votre déjeuner avec les applis de votre portable ou vos cartes. Et si vous arrivez à la fin de votre journée et que vous regardez combien de technologies vous avez utilisées, eh ben, c'est énorme. Ceci nous donne un peu la sensation que la technologie, elle est partout. Cela veut dire que la technologie est disponible partout, elle est accessible à tout le monde partout. Cependant, et maintenant j'aimerais vous ramener dans un continent différent et vous allez écouter une autre histoire. Cette fois-ci, il s'agit de l'histoire d'un agriculteur en Afrique. D'accord? Eh bien, il doit se lever bien tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il doit arroser ses champs, ses cultures. Mais il y a un problème. Il n'a pas d'électricité. Il ne peut pas utiliser la pompe électrique pour irriguer ses champs. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il termine par appeler l'un de ses amis dans le village à côté pour qu'il puisse utiliser son générateur. Mais ce générateur où il n'y a pas de réseau et il ne peut pas donc appeler son collègue. Alors, à la fin de la journée, il doit donc récolter ses cultures et les vendre sur le marché. Et il y a beaucoup de personnes qui savent que les producteurs vont se rendre sur le marché et cet agriculteur
à la fin de la journée, il aura vendu ses cultures hein, et il aura tout l'argent chez lui. Mais ça, c'est un problème aussi parce qu'il a tout l'argent en espèces à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui savent qu'il a vendu sa culture. Eh bien, c'est un risque pour lui. S'il avait eu la possibilité d'encaisser ses ventes par un moyen numérique, ce serait mieux. Il serait plus en sécurité, mais il n'a pas la possibilité d'avoir une banque numérique. Alors, si vous comparez votre journée à la journée d'un agriculteur lambda en Afrique, vous allez vous rendre compte que eh ben, la situation est complètement différente. La technologie n'est pas disponible pour toutes les personnes dans le monde entier de manière égalitaire. Il y a des personnes qui ont plus accès à la technologie que d'autres, et ceci nous montre qu'il y a un écart très important. Ceci nous montre une fracture. Et ceci, c'est justement ce que nous appelons la fracture numérique. La fracture numérique est essentiellement une définition qui nous explique qu'il y a dans cette société des personnes, dans certaines régions, accès à cette technologie de manière égalitaire. Il y a des personnes qui ont accès à des personnes qui n'ont pas accès. Eh bien, nous avons constaté cette fracture numérique à travers ces deux histoires, mais j'aimerais également partager avec vous des preuves, des évidences qui montrent que cette fracture numérique est bien réelle et qu'elle existe dans notre société. Alors, ces évidences, ces preuves disent qu'en 2022, ceci est issu d'un rapport de la Banque mondiale, il y a environ 2,7 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à Internet. 2,7 milliards de personnes qui sont absolument coupées du reste du monde. Mesdames et messieurs, ceci, c'est une personne sur quatre. Une personne sur quatre dans le monde n'a pas accès à Internet. Et si nous regardons ceci depuis la perspective des pays à faible et à euh, beaucoup de revenus, nous nous rendons compte que plus de 90% des habitants des pays à revenus élevés utilisent ou ont accès à l'Internet, tandis que seulement 25% des personnes vivant dans les pays à faible revenu ont accès à Internet. Maintenant, un autre indicateur dont nous disposons. En 2022, 400 millions de personnes ne sont pas couvertes par un signal haut débit mobile. 400 millions de personnes, mesdames et messieurs, ceci équivaut à la population de la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, tous ensemble. Imaginez toutes ces personnes qui n'ont pas accès à un signal haut débit. Et regardons ceci une fois de plus depuis la perspective de, des pays à revenus élevés et faibles. Et nous constatons que 8% de la population dans les pays à revenus élevés peuvent utiliser les téléphones avec plein de fonctions, alors que 8% des personnes ont accès à des caractéristiques basiques ou classiques, alors que 46% des habitants de l'Afrique subsaharienne utilisent des téléphones classiques. Cela veut dire que dans ces pays à faible revenu, la population n'a pas vraiment accès aux smartphones. Voilà, donc c'est des évidences, c'est des données qui montrent clairement qu'il y a une fracture numérique. Alors la question maintenant est de savoir comment combler cette fracture, comment la résoudre. Eh bien, ce n'est pas si compliqué, en fait. Et nous allons revenir sur la réponse à cette question plus tard. Mais avant ceci, j'aimerais vous montrer quels sont les éléments constitutifs du développement numérique. Dans ce cas, nous avons cette pyramide de la technologie. Essentiellement, vous avez ici les différentes couches du développement numérique. Nous commençons par la couche de base, c'est l'infrastructure numérique, où l'infrastructure numérique principale. Donc, c'est les tours, euh, les usines qui fabriquent, qui produisent de l'électricité, les batteries utilisées dans les dispositifs. Cette infrastructure, elle nourrit toute l'économie qui se situe au-dessus. Ensuite, nous passons à la couche suivante, c'est-à-dire les services numériques et les compétences numériques. Les services numériques, c'est essentiellement les applications portables que vous avez dans vos smartphones ou les ordinateurs qui sont connectés à l'Internet. Mais avant ceci, pour ceci, vous devez avoir de l'électricité pour que l'ordinateur puisse fonctionner. Voilà donc l'importance de cette infrastructure numérique essentielle ou principale. Et puis aussi la
la partie la plus importante ici, c'est les compétences. Vous devez avoir un ordinateur pour pouvoir apprendre comment fonctionne un ordinateur, n'est-ce pas? C'est pourquoi les compétences sont cruciales lorsque nous parlons de la technologie. Et finalement, la couche supérieure, c'est les inventions numériques et les explorations numériques. C'est tout ce qui concerne la recherche, le développement dans le domaine de la technologie avancée comme l'IA ou le blockchain, parmi d'autres. Toute cette pyramide est encore plus intéressante lorsque nous rajoutons ces trois autres dimensions, à savoir la politique, les personnes et la planète. Qu'est-ce que cela veut dire, cette politique? Eh bien, ceci veut dire que vous créez des politiques afin qu'elles puissent promouvoir le développement de l'infrastructure numérique essentielle. Il peut s'agir des tours pour le largeur de bande ou les tours d'électricité, tout le matériel nécessaire. Puis par rapport aux personnes, les personnes, dans ce cas, veulent dire que toutes les technologies qui sont développées doivent être développées en plaçant les personnes au centre. Il faut toujours garder les personnes au centre de ces technologies. Les personnes doivent pouvoir bénéficier de ces technologies. Et finalement, mais tout aussi important, nous avons la dimension de la planète. Toutes les technologies construites doivent être construites de manière qu'elles ne nuisent pas à l'environnement. S'il y a en développement une technologie qui provoque beaucoup de pollution ou un usage de l'électricité excessif, et bien dans ce cas, nous devons revisiter ce plan de développement technologique parce que nous devons atteindre une situation optimale dans laquelle nous puissions obtenir le plus grand nombre de bénéfices de la technologie et en même temps, nous devons minimiser le plus grand nombre de risques pour la planète et pour notre environnement. En fait, c'est l'interrelation de ces trois dimensions dans cette pyramide de la technologie qui est extrêmement importante pour le développement numérique. Et j'aimerais également partager avec vous quelques exemples vrais. C'est de vrais exemples qui ont eu lieu dans des pays qui font la promotion de ce type de développement en gardant la politique, les personnes et la planète au centre. Par exemple, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement s'associent pour offrir à 300 millions de personnes en Afrique un accès à l'électricité. C'est un projet qui vise justement la couche inférieure de cette pyramide de la technologie, à savoir l'infrastructure numérique essentielle, en gardant les politiques, les personnes et la planète au centre. L'exemple suivant, le PNUD et la fondation de Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation ont lancé une nouvelle initiative pour améliorer les compétences numériques des jeunes et des femmes. Dans ce cas, il s'agit de la deuxième couche qui est visée en gardant les politiques, les personnes et la planète au centre. Exemple suivant. Eh bien, l'USAID a développé cette stratégie appelée Digital Innovation Venture afin de pouvoir construire de nouvelles solutions numériques. Dans ce cas, il se concentre sur la couche supérieure, à savoir les inventions et les explorations numériques dans cette pyramide technologique en gardant la politique, les personnes et la planète au centre. Voilà donc des exemples réels, tangibles, qui montrent comment cette interrelation entre les différentes couches et les dimensions joue un rôle crucial. Mais si vous vous en souvenez, je vous ai dit que nous allions parler de comment nous pouvons combler cet écart, comment nous pouvons résoudre la fracture numérique. Et maintenant, j'en arrive donc à la réponse à cette question. Une fois de plus, ce n'est pas compliqué. Ceci pourrait être fait de manière simple et facile. Il s'agit des facteurs de réussite simples. Voilà ce concept que je vous présente. J'appelle ces facteurs également les SSF, d'après l'acronyme en anglais. Il s'agit de facteurs simples qui nous permettent de garantir que toutes les technologies développées soient développées d'une manière numérique et inclusive, tout en prenant soin des personnes, de la planète et du reste de politique également. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter le premier facteur SSF, c'est la fonctionnalité.
Eh bien, tout type de technologie que vous allez développer, elle doit servir à sa fonction principale. S'il s'agit d'une application de banque en ligne, eh bien, tout d'abord, cette appli doit vous permettre de réaliser des transactions financières. Et ceci d'une manière simple, sans tension, sans friction. Si cette appli ne peut pas réaliser cette fonction, eh ben, elle n'a plus de sens. En même temps, il ne s'agit pas seulement des fonctionnalités de base, mais il y a aussi un autre élément appelé les services à valeur ajoutée. C'est-à-dire, votre technologie doit être construite de sorte qu'il qu'elle permette de construire de la valeur ajoutée au-dessus de cette technologie. Cette technologie doit être interopérable, c'est-à-dire les différentes technologies doivent pouvoir être intégrées dans cette nouvelle technologie de base qui a été créée. Maintenant, le deuxième facteur de réussite simple, c'est la connectivité. Il y a des personnes qui appellent ceci IoT ou l'Internet des choses. Eh bien, il s'agit de différents dispositifs technologiques qui sont capables de parler les uns avec les autres. Dans ce cas, ceci résulte dans des bénéfices énormes. Comment ça? Eh bien, je vais vous donner un exemple. S'il y a, par exemple, s'il y avait un seul téléphone dans le monde entier, pensez-vous que ce téléphone apporterait de la valeur? Eh bien, non, parce que la fonction principale d'un téléphone, c'est d'appeler une autre personne. Mais s'il n'existe qu'un téléphone dans le monde, ben, c'est un téléphone inutile parce qu'il faut toujours un deuxième téléphone pour pouvoir appeler cette deuxième personne. Eh ben, c'est comme cela que nous pouvons créer un réseau de dispositifs. On crée un réseau qui apporte beaucoup de bénéfices aux différentes personnes. Nous pouvons revenir sur l'exemple de l'agriculteur en Afrique dont on a parlé au début. Imaginez si cet agriculteur pouvait avoir un smartphone et qu'il avait connexion à Internet et une application un dispositif qui lui permettait de mesurer l'humidité du sol et la précipitation dans l'atmosphère. Et sur la base de ces résultats, imaginez que la technologie pouvait lui donner une estimation sur la quantité d'eau dont il a besoin, quand est-ce qu'il en a besoin, à quel moment il en a besoin, et ceci lui permettrait d'automatiser tout le processus d'irrigation de ces cultures. Pensez donc aux bénéfices dans tel système. Si vous comparez ceci donc à une opération manuelle ou à une opération automatisée, voilà donc ce que l'Internet des choses peut offrir. Le facteur suivant, c'est la abordabilité. Il faut qu'elle soit abordable. Vous pouvez créer la meilleure technologie au monde, mais si cette technologie elle est trop chère, si elle n'est pas abordable, pour les personnes, accessible économiquement pour les personnes, elle sera inutile. Donc, la technologie doit être accessible au point de vue des coûts et également au point de vue de l'échelle. Une technologie ne sera pas bénéfique si les personnes ne peuvent pas l'utiliser parce que les personnes n'ont pas les compétences nécessaires pour l'utiliser. C'est pourquoi je souligne l'importance des compétences. C'est très important de continuer à former les personnes qui doivent utiliser cette technologie. Nous devons nous assurer que les personnes savent comment l'utiliser. Et voici le dernier facteur à succès, c'est la responsabilité. Toutes les technologies qui sont construites doivent être construites de manière à ce que les droits fondamentaux des personnes soient au centre. Nous devons toujours garantir que les droits des personnes sont protégés. La technologie doit être construite de manière responsable et éthique, en particulier lorsque nous parlons des nouvelles technologies comme par exemple l'intelligence artificielle. Voilà donc certains des facteurs à succès. Et bien sûr, vous pouvez penser que c'est trop simple, trop euh, essentiel, mais c'est justement ça qui est important. Ces points nous permettent de créer des technologies inclusives pour tout le monde. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde qui change très rapidement. Les nouvelles technologies apparaissent tous les jours. Il est extrêmement difficile de réglementer ces nouvelles technologies de manière complète parce qu'elles évoluent trop rapidement.
Par conséquent, la technologie peut être utilisée pour faire de bonnes choses. Nous avons vu des exemples d'une bonne utilisation de la technologie. Différentes organisations utilisent ces technologies d'une bonne manière pour autonomiser les personnes. Cependant, les technologies peuvent être mal utilisées également. Nous connaissons tous des exemples d'une mauvaise utilisation, dans le domaine des cyberattaques, entre autres. Et au final, tout dépend de nous, tout dépend des personnes et tout dépend des valeurs qui sont les nôtres et de notre éthique dans le développement de ces technologies. Eh bien, maintenant, j'aimerais conclure en citant Samantha Power, l'administrateur de l'USAID. C'est un discours qu'elle a fait euh, lors du sommet Carnegie Endowment for International Peace en juillet 2024. Elle a dit: les actions que nous prenons aujourd'hui ou les mesures que nous prenons aujourd'hui détermineront si cette nouvelle ère de progrès technologique entraînera davantage d'inégalités, d'exploitation et d'asservissement, ou bien si elle permettra à davantage de personnes à travers le monde de se connecter aux services essentiels, aux opportunités économiques et aux autres. Merci beaucoup à tous et voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Jaskaran, c'était très intéressant. Et merci également pour avoir partagé avec nous cette citation du USAID à la fin. Nous avons reçu beaucoup de questions. Je vais commencer, mais avant, y a-t-il des personnes ici dans la salle qui ont des questions? Voilà, je vais commencer par les questions que nous avons reçues en ligne, mais sinon vous me dites. Alors, Jaskaran, dans votre présentation, vous avez parlé de cette fracture numérique. Vous avez dit que 2,7 milliards de personnes n'ont pas de connexion, n'ont pas de connexion Internet. D'après vous, quelles sont les barrières les plus importantes qui empêchent cet accès au monde numérique que vous avez pu observer, surtout dans les pays à faible revenu? C'est une bonne question. Une fois de plus, j'aimerais souligner certains de ces facteurs que j'ai déjà partagés dans ma présentation, surtout l'accessibilité, l'abordabilité. Il est très difficile pour les personnes qui vivent dans ces pays à faible revenu, surtout les personnes qui n'ont pas de ressources, ils ont du mal à accéder à un smartphone. Ils ne peuvent pas acheter ces smartphones parce que les technologies sont très chères. Par conséquent, ces personnes restent exclues au point de vue numérique. Donc, je pense que l'accessibilité économique, l'abordabilité est l'un des obstacles principaux qui entravent l'accès. Il y a un autre défi. Et une fois de plus, je mets l'accent sur l'importance des compétences numériques. Il faut faire beaucoup d'efforts pour promouvoir les compétences numériques parmi les personnes. Ces compétences numériques permettent aux personnes à utiliser les technologies pour tout ce qu'elles doivent faire. Donc, c'est vraiment crucial que cette fracture concernant les compétences numériques soit aussi résolue et surmontée. J'aimerais parler également de la fracture entre les genres. Apparemment, c'est une fracture qui est alignée justement à cette fracture numérique. D'après certains rapports, les femmes ont plus de possibilités d'être exclues numériquement que les hommes. Donc, de ce point de vue-là, également, il est crucial essayer de surmonter cette fracture générique des genres pour pouvoir aussi surmonter la fracture numérique. Vous avez également parlé de l'importance des compétences et nous pourrions lier ceci à la future Académie des compétences numériques. En même temps, nous savons que l'alphabétisation numérique est très importante et qu'elle peut constituer une barrière dans certaines communautés. D'après vous, comment les organisations et les gouvernements pourraient mettre en place des programmes pour garantir que toutes les personnes puissent participer de ces possibilités numériques? Eh ben, j'ai une seule réponse, c'est la politique. Il faut créer des politiques pour qu'elles permettent aux personnes d'apprendre ces compétences nécessaires pour pouvoir utiliser les technologies. Ces compétences sont importantes aujourd'hui, bien sûr, mais aussi à l'avenir, parce que ces personnes, une fois qu'elles seront formées dans ces compétences numériques, plus tard, elles seront capables de contribuer également à l'économie numérique. Donc voilà, je ne pourrais plus insister sur l'importance de ces compétences. C'est vraiment crucial pour l'inclusion numérique. Et j'aimerais également parler de quelques initiatives très intéressantes, surtout dans les pays MENA,
Par exemple, le gouvernement des Émirats arabes unis a développé un plan pour l'économie numérique en 2022 pour augmenter la part de recettes de l'économie numérique dans le PIB du pays. Nous avons vu des manières très créatives d'avancer. Par exemple, en Tunisie, ils ont fourni des cours à travers la télévision. Et ils ont également fourni des ordinateurs gratuitement, des connexions gratuitement. Donc, il y a plusieurs mesures que les gouvernements peuvent mettre en place, des incitations, des subventions. Tout ceci peut être créé par les gouvernements et c'est très bénéfique. Et surtout dans la région MENA, nous constatons qu'il y a de très bons exemples. D'après vous, les gouvernements ont cette volonté politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ça, c'est une bonne question aussi. Je pense que ceci dépend plutôt des personnes aussi, parce que peut-être il y a aussi des aspects culturels, mais en ce qui concerne la politique, les politiques qu'on peut créer sont énormes. Il y a un potentiel énorme dans le domaine des politiques. On peut vraiment créer des programmes très bénéfiques, très importants pour les populations. Et nous en avons vu des exemples. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de collaboration au niveau international. Par exemple, certaines des organisations qui ont été mentionnées avant ont lancé des programmes très importants. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont entrepris. Et au final, nous avons cet effet domino. Je pense que si un pays voit que le gouvernement de notre pays est très actif dans le domaine de l'économie numérique, ceci va créer un effet domino et d'autres pays vont suivre cette vague. Je pense que c'est comme ceci que nous avons pu résoudre ces euh, manques en termes de compétences numériques. Et voilà, il faut suivre l'exemple de ces pays qui sont très actifs. Il y a des pays qui sont vraiment prêts à explorer des alternatives comme donc le blockchain ou l'IA. Donc au final, je pense qu'il y a une volonté, la volonté d'avancer dans cette économie numérique, mais comme nous l'avons dit, il y a aussi des obstacles. Donc je pense que l'élément de la confiance est aussi clé. La confiance dans la technologie, la confiance dans le gouvernement également parce que c'est quelque chose qui facilitera l'adoption de ces technologies numériques également. Merci, Jaskaran. Vous avez également parlé de certains partenariats mondiaux, mais j'aimerais savoir quel est, à votre avis, le rôle du secteur privé. Comment les startups et les compagnies locales peuvent contribuer à créer des écosystèmes numériques qui puissent renforcer donc ce développement inclusif. Eh bien, je ne dirais pas que c'est seulement la tâche du secteur privé ou le secteur public. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une coopération publique-privée dont nous parlons ici, dont nous avons besoin. Je pense que les efforts du secteur privé doivent être alignés aux politiques également créées par le gouvernement. Donc, c'est une collaboration, c'est un effort de collaboration du secteur privé et du secteur public. En ce qui concerne comment le secteur privé peut augmenter ses compétences numériques, je pense qu'il y a des programmes très intéressants, très performants que certaines compagnies ont utilisés. Par exemple, des formations obligatoires ou il y a aussi des organisations privées qui mettent en place beaucoup de formations, de sensibilisation. Il y a des compagnies qui l'ont fait parce qu'elles savent que une main-d'œuvre avec des compétences numériques, est très importante pour le succès de la compagnie. Et les employeurs sont bien conscients de l'importance de la numérisation. C'est pourquoi les compagnies privées ont mis en place des initiatives très intéressantes pour améliorer les compétences numériques de leurs employés, des personnes en général. Merci. Vous avez mentionné l'importance des services numériques et des infrastructures pour un développement inclusif. Mais j'aimerais savoir, et le public aussi aimerait savoir, d'après vous, quel est le rôle du design centré sur l'être humain? D'après vous, comment ces solutions numériques peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins de certaines communautés, pour nous assurer que l'impact est positif? Exactement, le design basé sur l'être humain est clé.
Il ne s'agit pas seulement de la technologie, mais il s'agit de voir comment cette technologie sera accueillie par les personnes, comment cette technologie sera utilisée par les personnes. Je pense qu'il y a des éléments différents qui sont très importants lorsque nous parlons de jusqu'à quel point les personnes peuvent opérer ou pas, utiliser ou pas les technologies. J'ai vu à plusieurs reprises des technologies qui sont créées, mais elles sont trop complexes. Il y a des sites web, par exemple, qui sont développés par surtout des gouvernements. Et oui, ils existent, ces sites web, mais peut-être on y navigue très difficilement ou ils ne sont pas suffisamment accessibles tout le temps. Donc je pense que la résilience de la technologie et jusqu'à quel point la technologie est robuste permet de développer la confiance des personnes quand il s'agit d'utiliser cette technologie. Donc il ne s'agit pas seulement de la fonctionnalité de la technologie, mais également le design facile à utiliser est clé. La manière dont les personnes perçoivent la technologie, les compétences qu'ont les personnes pour utiliser cette technologie, tout ceci est clé. Même s'il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui ont des niveaux différents de connaissances, la technologie doit toujours être adaptée aux différents niveaux de compétences. Il faut toujours garder l'utilisateur au centre. Il faut toujours que la technologie garantisse les fonctionnalités de base, mais il faut également considérer le futur. C'est-à-dire, il faut toujours penser à comment cette technologie va pouvoir servir aux personnes, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Fantastique. D'après vous, qu'est-ce qui manque dans cette équation, surtout dans la région des États arabes? Ou plutôt, comment l'inclusion numérique peut être renforcée dans les États arabes? Eh bien, je pense qu'il n'y a rien en soi qui manque. Je dirais plutôt qu'on peut faire plus dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la promotion des compétences numériques dans la population. Je pense que la technologie doit être construite d'une manière qui lui permet d'être utile aujourd'hui, mais aussi demain. Et voilà, c'est quelque chose dont nous devons parler, à laquelle nous devons penser. Nous devons penser au fait que nous construisons les technologies pour demain. Mais en même temps, nous devons essayer de répéter les efforts. C'est pourquoi cet élément de l'interopérabilité est clé. Nous devons créer une technologie qui soit résiliente aussi à l'avenir. Ceci est très important. Et de ce point de vue, je dirais que nous devons nous concentrer sur des technologies qui soient utiles non seulement aujourd'hui, mais également demain. Nous devons créer des technologies qui créent beaucoup de bénéfices pour les utilisateurs également à l'avenir. Merci. Nous allons terminer bientôt. Je vous pose des questions rapidement. Alors, le blockchain ou l'IA pour le développement? Les deux. Banque numérique ou banque traditionnelle? La numérique, sans aucun doute. Smart cities ou transformation numérique rurale? Eh bien, je pense que compte tenu que nous avons vu les bénéfices, même dans les pays à faible revenu, nous devons faire avancer les technologies. Donc, je dirais surtout le développement rural. Ceci sera très important pour l'inclusion digitale. Donc, accès rural à la technologie, sans aucun doute. Revenu universel ou des solutions de microfinance? Non, l'accès universel. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses rapides et merci en général pour cette présentation. Je pense que vos efforts sont vraiment très appréciés pour promouvoir l'inclusion numérique. Voilà, nous devons terminer cette session de No Talk depuis la foire du livre de Francfort. Merci à tous nos orateurs, merci à Monsieur Singh, bien sûr. Nous remercions tous les participants ici, les personnes qui sont jointes à nous en ligne. Nous remercions également nos interprètes aujourd'hui, Abdelhalil et Montse. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Et merci à tous les collègues qui ont travaillé à l'organisation de cette session. Nous allons nous revoir dans notre série, dans nos séries depuis le sommet